Sur les 2 lignes CMS, en tout, on s'est posé 1 million de composants par jour. 1 million de composants par jour. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ça, c'est... Ouais, c'est assez fou. Voilà, lui, il est plus haut que lui. Donc, je vais d'abord poser le plus petit et après celui-là. Parce que là, si je fais l'inverse, je peux taper dans le condo, poser de travers. Enfin, voilà. Permets-moi de te reprendre sur un terme. Sur souder et braser, c'est bien deux choses différentes. En fait, si tu veux, les pattes, on les imagine toutes droites sur le même niveau quand on pose le composant. Sauf que les pattes, elles sont parfois un petit peu... elles sont pas sur le même plan, elles sont un peu déformées. Ouais, il y en a une plus haute que l'autre. Voilà. Et voilà, donc là on arrive au processus vraiment de fab, on commence à produire, on a vraiment les étapes de valeur ajoutée là. Ouais. Donc là on va commencer, comme tu l'as dit, un PCB nu. Donc c'est le PCB, on a vérifié qu'il était bien en termes d'hygrométrie, en termes d'humidité, on est au bon taux avec la petite pastille là, qu'on a vue tout à l'heure. Et donc on le convoie sur toute la ligne CMS. Je suppose que le temps, est-ce que ça joue ou pas, s'il pleut dehors ou le temps dans l'usine? Ça peut jouer ou... Alors, on a un local qui est climatisé. D'accord. On contrôle sous température et hygrométrie, parce que justement, on doit être dans des seuils min-max qu'on ne doit pas dépasser. Et effectivement, oui, quand il fait sec dehors, il fait un peu plus sec dans l'atelier. On ne peut pas changer ça. Et donc, on doit se trouver dans cet intervalle pour produire, parce que sinon, on va altérer le process de fab. Un temps plus sec, ça va être au niveau de la sérigraphieuse, la pâte à braser, elle va être un peu plus sèche, un peu plus difficile à démouler. Quand le stencil, donc l'écran de sérigraphie, quand il va vouloir se séparer de la carte électronique, ça va être un peu plus... Ouais, on va y arriver, de toute façon, c'est une des premières étapes. Exactement. Une fois que le PCB rentre dans la c'est la première machine. Voilà, c'est ça. Ton PCB, il est rentré dans la ligne, il commence par la sérigraphieuse. La sérigraphieuse, c'est quoi? C'est un stencil, donc un écran de sérigraphie qui peut avoir différentes épaisseurs. Et en fait, la sérigraphieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la pâte à braser juste sur les plages d'accueil. Donc la pâte à braser, pour ceux qui font un petit peu d'électronique, c'est un peu l'étain que tu mettais avec ton fer à souder, quoi. Exactement. C'est vraiment la matière qui te permet de souder, donc relier et de fixer et de permettre la conductivité aussi entre le PCB, donc le circuit imprimé, et les composants qu'on vient. Exactement. Une sorte de colle, quoi. Permets-moi de te reprendre sur un terme. Sur souder et braser, c'est bien deux choses différentes. Okay. Nous, on brase parce qu'on apporte de la matière. Le composant, la pâte à braser, l'étain, c'est ce qui permet la connexion entre les composants et le PCB. Ouais. Souder, c'est tu vas, entre guillemets, faire fondre, tu vas lier les deux éléments ensemble, comme deux plaques en métal. Elles vont être soudées parce qu'elles vont fondre et elles vont se lier. Que là, on brase parce qu'on apporte de la matière. C'est pas le composant qui fond sur le PCB, c'est vraiment l'apport de matière. D'accord. Voilà, c'est la petite nuance. Et donc, donc, normalement, même quand avec ton fer à souder, tu brases finalement? Oui. Okay. Tu apportes de la chaleur. Donc, c'est un fer à braser. On peut dire ça, c'est vrai. C'est une erreur de langage, certainement. Mais donc, on vient braser. Et donc, en fait, voilà, on dépose le juste nécessaire de pâte à braser, parce qu'en fait, ce stencil, il a une épaisseur. Et on vient, avec une racle, passer la pâte à braser sur les trous. Et pour ça, on set de petits panneaux, c'est ça, avec donc c'est toute la collection qu'on voit là sur les images, avec plein des grands cartons. Dedans, vous allez mettre des grandes plaques, c'est ça? C'est quoi? C'est de l'aluminium? C'est quoi? C'est de l'inox. De l'inox, oui, pardon. De l'inox. Très fin. Ça peut aller de 90 microns, c'est ça? On a vu? Oui, tu peux aller en dessous, tu peux aller à 80, 70. Ça, c'est vraiment... Le pire le plus fin qu'on ait fait, je pense que c'est 80. Alors, c'est pas nous qui faisons les stencils, évidemment. Ouais. On a aussi des fournisseurs, c'est un métier. C'est de la gravure laser. Donc voilà, ils prennent une fine plaque d'inox et ils viennent Donc percer. on fait quoi? Donc c'est avec les Gerber que nous on va te donner, où du coup on a sélectionné, on a affiché que les plages de cuivre, et les plages où on va venir souder les composants. Donc ici vous allez voir, on voit sur la plaque, il n'y a que des dessins de plages finalement, là où vous allez mettre du coup cette pâte à braser. C'est ça. Et en fonction de l'épaisseur, si j'ai bien compris, de l'épaisseur de l'inox, si vous avez mis 100 microns d'épaisseur d'inox, il y aura 100 microns de pâte à braser qui va se... Voilà, ça c'est notre objectif.
c'est d'avoir la bonne quantité. Parce que le 80% de la qualité du produit en CMS, elle se fait au niveau de la sérigraphieuse. D'accord. Si tu as une mauvaise sérigraphie, tu auras une carte qui va... Voilà, ça va être Je problématique. reprends ton terme sérigraphie, c'est vrai que ça peut perturber quand on parle de sérigraphie, parce que nous, quand on parle de sérigraphie de côté conception, c'est plus les marques blanches Oui. qu'on voit sur... Ah oui. Ouais. Et c'est vrai que dans certains... Enfin, moi, j'ai remarqué ça dans les métiers un peu qu'on a. Des fois, on utilise les mêmes termes. Par exemple, quand tu dis fabrication, toi, tu dis... Enfin, c'est un peu l'assemblage. Un fabricant aussi va être fabriqué... Enfin, je vois, il y a pas mal de termes comme ça aussi qui sont un peu... ou même des acronymes ou des machins comme ça. Et donc là, quand tu parles de sérigraphie, on est bien d'accord, c'est la pâte à braser. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. En fait, c'est le procédé qui veut dire sérigraphie, c'est de la... Voilà, c'est un procédé. Il y a des artistes qui font de la sérigraphie avec de la peinture. Voilà, tu as des tableaux, c'est de la sérigraphie. Ils prennent un pochoir, en fait. Un stencil, c'est un pochoir. C'est vraiment une feuille percée et tu racles dessus. Ouais. Et donc ça, ce procédé de sérigraphie, il n'est pas propre à l'électronique. C'est un procédé, tu peux utiliser, même il y a des street artistes qui font de la sérigraphie dans la rue. Tu vois, c'est juste l'histoire d'avoir un pochoir mettre de la peinture. Nous, on met de la pâte à braser et la juste bonne quantité. Et donc ça, c'est pareil. On parlait de sérigraphie blanche. Ça, c'est quelque chose qui est hyper problématique dans notre métier. Ouais. À chaque fois qu'on a... Enfin, à chaque fois. Allez, je ne vais pas généraliser, mais 95% du temps, le client, ou alors le bureau d'études va mettre de la sérigraphie blanche sur les composants CMS. Il faut éviter. Il faut éviter, ça n'a pas grand intérêt pour nous, en fait. Alors, tu peux montrer à la carte, je ferai un gros plan. La sérigraphie blanche, donc on s'en sert souvent, c'est pour marquer une référence de composant. Donc la résistance, on va l'appeler R1, condensateur C1. Ouais, par exemple, donc on a là. On va le mettre juste à côté pour identifier. Et des fois même, on s'amuse à... C'est vraiment s'amuser parce que finalement, tu vas nous dire que ça sert à rien. Mais... Ou ça peut servir en reprise manuelle ou voilà, ça peut pour la partie vague sélective, pour la partie traversant, les composants traversants, c'est important, ça faut le garder. Donc on peut il y en a qui font les contours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils font les contours. C'est pour la partie vague sélective traversant, c'est utile parce que là on va venir poser les composants à la main. Ouais. Donc là, il y a vraiment une étape de la sérigraphie parfois nous indique l'essence. Là, donc là, c'est visuel, quoi. C'est pour aider l'opérateur ou l'opératrice à bien placer son composant dans le bon sens aussi. Oui, exactement. Parce que parfois, on peut le mettre de deux sens différents et ça peut arriver. Voilà. Donc, on a des marquages et la sérigraphie blanche nous aide à ça. Par contre, pour le CMS, ça a un vrai impact négatif. C'est que ça va créer une légère surépaisseur et ça va empêcher l'étanchéité entre notre pochoir et le PCB. Parce que quand le pochoir il passe dans la sérigraphieuse, le stencil, il vient vraiment en contact et on vient racler la carte. Ouais, la sérigraphie blanche, planéité parfaite, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, alors sur des condensateurs et des résistances de grande taille, de 0,6, 0,3 ou autre, c'est pas problématique. C'est moins problématique. Mais quand tu commences à avoir du micro BGA qui fait 1 par 2 mm et que c'est un 4 billes, avec un pas de 200 microns, waouh, là ça commence à être tendu. Et la sérigraphie en fait blanche, là elle devient vraiment problématique parce que si tu as un écran de 80 microns, la sérigraphie blanche, pour le savoir, ça peut être entre 50 et 75 microns d'épaisseur. Donc tu imagines ton écran qui fait 80 microns, il se prend quasiment 2 couches en fait. Tu montes, donc au lieu d'être bien plat, ton écran il va faire ça, il va se creuser. Ouais, c'est le dessin que tu nous as fait. C'est ça. Super dessin. Sur, et le dessin, en fait, il explique que quand tu as ça, quand tu as ce phénomène-là, la pâte à braser, déjà, tu peux en mettre trop. Et ta pâte à braser peut migrer dans les trous là où il y a les rebords. Ouais. Et le deuxième effet, c'est que tu as un coefficient de démoulage donc qui sera moins bon. Le coefficient de démoulage, c'est je mets de la pâte à braser via mon stencil. Quand je me décroche, moi, ce que je veux, c'est que tout ce que j'ai mis dans la cavité, il se retrouve sur le PCB. Et
Et quand tu as un coefficient de démoulage qui n'est pas bon, ça reste dans le stencil. Ça peut ne pas accrocher. Ça reste dans les coins, je suppose. Ça reste même des fois dans toute l'alvéole. Toute la pâte à braser reste dans le stencil. D'accord. Il ne s'est pas collé, entre guillemets. Voilà, exactement. T'as quand même, en fait, le pâte à braser, c'est quoi? C'est de l'étain et c'est du flux qui va aider lors de la refusion. Et donc, en fait, ce flux, il aide aussi à coller un peu. Il est un peu collant. C'est un peu pâteux. Tu vois l'effet de la pâte à braser. Vous faites comment pour régler quand vous avez ces problèmes-là? Alors, vous pouvez les régler ou Alors là, il y a plein de paramètres dans la machine de sérigraphie. La vitesse de raclage, la force de raclage. Tu peux plus ou moins être en contact avec l'écran, rentrer dedans ou pas. Tu as plein de petits paramètres qui sont hyper importants. Il y a la pâte à braser aussi, je suppose. Ah oui. Tu as plusieurs grades de pâte à braser. Tu as des grades différents en fait, qui définissent la taille des billes. Parce qu'en fait, quand tu regardes la pâte à braser au microscope, c'est des billes. D'accord. C'est des billes. Et elles ne sont pas collées entre elles, quoi. Non. Voilà, c'est des billes. Et en fait, autour de ces billes, il y a du flux. Et on appelle ça la granulométrie. En fait, le grade va définir la taille de ta bille. Si tu as des grosses billes, tu remplis ta cavité, mais pas complètement. C'est un peu comme dans un verre, tu essayes de mettre des cailloux dedans, tu auras plein d'espaces vides. Par contre, si tu mets du sable, il va bien se remplir. Donc en fait, tu as des pâtes à braser qui ont des billes plus ou moins grosses. D'accord. Mais le sable va être plus, je suppose, plus dur à enlever, quoi, c'est ça? Enfin, il va rester, non. Tu vas plus remplir ta cavité. Ouais. Donc tu vas pouvoir la remplir. Tu vois. Et dans des cas un peu difficiles où tu as des composants qui sont très petits avec des pas très fins, tu as besoin d'avoir beaucoup de petites billes parce que une petite cavité, ça veut dire avec une épaisseur très fine, c'est un volume très, très faible. Et donc, tu as besoin d'avoir un maximum de billes dans cette alvéole de ton pochoir pour maximiser le transfert de matière sur ton PCB. C'est vraiment... tu as des cartes où tu as des composants qui sont très gros. Voilà, des vieilles cartes où ça a été validé. On ne touche pas au process. On travaille par exemple pour un client qui est dans le nucléaire. Il a une carte qui est faite, qui est designée. On ne peut plus y toucher. Lui, il ne va pas retravailler là-dessus. Les composants sont plus importants. Plus les fichiers ou... c'est possible, je ne sais pas. Mais lui, il ne veut pas retoucher à ça. Donc, il a des composants, on va dire, un peu plus de génération un peu plus ancienne. Et donc, des composants avec des boîtiers un peu plus importants. Donc là, en fait, les ouvertures, elles sont plus grosses. Il n'y a pas de problème. Tu transfères de la matière facilement. Le coefficient de démoulage se fait facilement. Par contre, dès que tu passes sur du très fin, très petit, là, ça commence à être problématique. Quand tu pars sur de l'IoT, par exemple, nous, on accompagne des startups. On accompagne de tout, des startups, des PME, des grands groupes. Les startups, parfois, on accompagne des startups dans le médical. On en a une là actuellement. On a une vraie contrainte sur un BGA. Je ne sais plus il y a combien de points. Il y a peut-être 6 points ou 4 points, je ne sais plus. Mais c'est vraiment c'est une vraie complexité. Et ben là, tu dois commencer à jouer avec des pâtes de grade, avec une granulométrie plus fine, donc des petites billes pour vraiment remplir cette cavité. D'accord. Vous faites des tests, vous faites quoi? Vous faites un BRD avec plein d'empreintes? Non, vous faites comment? Alors, ce qu'on fait, c'est que quand on a le PCB, lors de la fab, en fait, on sérigraphie, et juste derrière, ça me permet de faire la bascule sur la machine d'après, c'est la SPI. On a une SPI intégrée sur nos lignes, donc Solder Paste Inspection. C'est une machine qui va contrôler ce que la sérigraphie elle a fait juste avant. Donc elle va vérifier, ok, tu as mis un stencil de 100 microns, une cavité d'autant, donc ça te fait une surface sur une hauteur, donc ça te fait un volume. J'attends, moi, SPI, ce volume-là. Ok, est-ce que c'est bon ou pas? C'est impressionnant ça. Elle est capable de regarder à 100 microns près, même beaucoup plus près, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Tu peux même voir le 3D, voir vraiment. Oui, je t'ai montré. Je t'ai montré à un moment donné pour justement diagnostiquer le défaut. Ouais. À un moment donné, on peut avoir une vue 3D de ce qui se passe. Donc on est à 10 microns près, quoi, même inférieur à ça. Donc c'est quelque chose de très 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 précis qui nous permet de voir les cas les plus flagrants. Ça va être
Si tu n'en mets pas assez, il n'y a pas de patte. Donc tu vas le voir tout de suite. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que le composant ne va pas être refusionné, ne va pas être brasé. Donc là, ta carte ne marchera pas. Et l'autre cas, l'autre extrême, il y a trop de pattes. Tu peux créer des courts-circuits, des effets Manhattan. Même dans le cas où tu as un manque. Tu peux expliquer l'effet Manhattan? L'effet Manhattan, ça va être, par exemple, sur une résistance, c'est l'effet où le composant va se lever. Ouais. Le composant, en fait, il y a 2 plages d'accueil sur lesquelles on doit mettre de la pâte à braser. Si on a une où il n'y a pas du tout de pâte à braser, en fait, il va y avoir un effet en fait, lors de la refusion, il y a des micro-forces qui s'appliquent sur la pâte à braser. Et en fait, la pâte à braser, elle va venir tirer le composant légèrement. Mais si tu n'as pas du tout un équilibre entre les 2 plages d'accueil, il va y avoir un effet de... Il va y avoir un effet de cette pâte à braser qui va monter le composant en l'air. Ouais. C'est ça l'effet Manhattan. Ok. De toute façon, on en parlera un peu plus cet après-midi, je pense. Le design peut jouer aussi là-dessus. Absolument. Absolument. Et, du coup, j'ai une question. Si tu adaptes ta pâte à braser sur les petits composants, mais maintenant, on a des cartes hétérogènes de plus en plus. Comment tu fais s'il y a une partie où il y a des gros composants, juste à côté, il y a un petit composant? Là, j'ai un exemple. Tu vois, un exemple. Alors, c'est une grande carte dans laquelle il va y avoir des condensateurs chimiques. Donc ça, c'est on va dire du gros composant. Hein, on va les catégoriser comme ça. Puis tu vas avoir du BGA là. Et puis tu vas avoir aussi peut-être du 603, voire du 402. Les BGA, c'est des composants avec plein de petites billes en dessous. C'est ça. C'est ça. Les BGA, il va y avoir toutes les billes qui sont en dessous. Et comment dire, le pas, en fait, c'est l'anthrax entre 2 billes. S'il est très serré, il faut que tu sois très précis dans ce que tu vas déposer comme crème, comme quantité de crème. Et donc, sur certains BGA, tu vas devoir déposer 100 microns. Sur les AEC, tu vas peut-être déposer 150 microns. Parce qu'il lui faut, il a des grosses pattes, il a un corps assez important qui va capter de la chaleur. Je reviendrai là-dessus après, mais lui, il a besoin d'un apport en quantité un peu plus important. C'est pareil, on a parfois des connecteurs en CMS. Là, ici, j'ai un espèce de... Alors, c'est pas un connecteur SIM, mais c'est un peu l'équivalent. Ici, j'ai un connecteur où, en fait, j'ai des pattes derrière. C'est un connecteur qu'on ne met pas en traversant, mais qu'on met en CMS. Lui, il a une coplanéité. Donc, c'est au niveau de ses pattes. En fait, si tu veux, les pattes, on les imagine toutes droites, toutes sur le même niveau quand on pose le composant. Sauf que les pattes, elles sont parfois un petit peu... elles ne sont pas sur le même plan. Elles sont un peu déformées. Ouais, il y en a une plus haute que l'autre. Voilà. Et donc, sur ce composant-là, je ne serais pas étonné de voir du 180, voire 200 microns. Donc là, vous mettez plus de pâte à braser pour qu'elle aille chercher plus haut. Voilà, c'est ça. C'est pour aller rattraper la pâte qui est peut-être un peu tordue. Et en plus de ça, comme lui, il va y avoir une action mécanique, on va venir insérer quelque chose, on va apporter de la matière pour qu'il soit maintenu. Et donc, en fait, ça rejoint la question, enfin, je réponds en partie à ta question, c'est comment on fait? Nos fabricants de stencils vont faire varier l'épaisseur de l'écran. Ils vont venir fraiser. Ils vont venir... Je pense qu'on le voit bien sur la vidéo, il y a des petites zones plus hautes. Et vous pouvez même fraiser, c'est ce que tu dis. Donc, soit tu creuses, soit tu... finalement, c'est toujours creusé, mais alors, la base peut être creusée avec des zones plus hautes et des zones plus basses. Quoi. Exactement, il y a les 2 procédés qui existent. Il y a apport de matière. De matière aussi, quand même. Je pars d'un pochoir de 100 microns et je rajoute une épaisseur. Ou alors, je viens fraiser. D'accord. Okay. Voilà, ça existe les 2. Il existe après des traitements aussi qui permettent d'améliorer ce démoulage. Et après, il y a aussi l'expertise de notre fournisseur de stencil qui va, lui, au lieu de faire des plages avec des angles droits, va faire des coins arrondis pour améliorer ce démoulage. Donc, le dessin que nous, on envoie, il est un peu retravaillé quand même des fois. Oui. Ils ont une expertise là-dessus. Et voilà. Et ça change, je suppose, entre fournisseurs ou... Parce que c'est des choses qu'on pourrait presque déjà intégrer dans la conception. Mais c'est vrai qu'on n'est pas remonté. Mais après, ça se trouve, ça change à chaque fois, donc il faut laisser comme ça, et puis ceux qui retravaillent. Oui, en fait, on a plusieurs fournisseurs d'écrans de sérigraphie. Chacun a sa base. Ils sont basés où? Il y en a en France ou... Oui, il y en a. Oui, ils sont en France. Si vous m'écoutez, je veux bien venir voir. Ça pourrait être intéressant. On a nos fournisseurs, ça va être Alpha, ça va être Conan.
les principaux. Et ceux-là, en fait, on va... comment dire ils ont des techniques différentes. Ils apportent des choses différentes selon la complexité du produit auquel on va être confronté. La complexité, ça va être les petits composants avec des pas fins. Ça va être, le traitement du stencil. On peut rajouter des traitements supplémentaires pour améliorer ce démoulage. Ouais. Voilà. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Voilà, on a ces deux. On a aussi d'autres, mais qu'on sollicite moins. Voilà. Eux, ils ont une vraie expertise. Donc, la partie conception, en fait, ce qui est hyper important aussi, c'est de bien respecter les fiches techniques des composants. On se retrouve parfois à avoir une difficulté d'industrialisation d'un produit parce que, par exemple, sur une résistance, les plages ne sont pas bien designées à la base, les plages d'accueil. Si elles sont trop écartées, si elles sont trop grandes, trop petites, ce qui fait que derrière, tu vas avoir un comportement, par exemple, de Manhattan. Si tu écartes trop les plages, tu peux avoir à un moment donné le composant qui touche à peine les plages. Ouais. Donc, ça va amener beaucoup de... Donc, vous, à votre niveau, au niveau de la conception, pensez plutôt à bien suivre les fiches techniques. Ouais. Comme ça, nous, derrière, ça facilite. Après, il peut y avoir des pièges à faire. Enfin, c'est vrai que c'est pas si simple des fois parce que... on va prendre une résistance, même si les valeurs vont pas changer non plus. Mais par exemple, tu prends une valeur chez un fabricant, ta résistance, c'est peut-être pas le bon truc, la résistance. Mais des fois, entre chaque fabricant, il peut y avoir des petites... un SOT 23, il peut y avoir des différences de taille, quoi. Oui, d'accord. Et du coup, ou même des préconisations différentes. Oui. Et du coup, on ne sait pas si nous, à la période de la conception, peut-être que la personne elle nous a mis cette référence-là, mais quand ils veulent l'envoyer chez vous, vous allez voir que la référence, maintenant, elle n'est pas disponible, il y en a une autre qui est disponible. Vous allez peut-être changer de fabricant, ou même si un jour il doit refaire la carte plus tard, il va rechanger de fournisseur, et du coup, ça peut changer. Du coup, des fois, ce n'est pas si simple. On est obligé de voir entre les deux, et puis de toute façon, on ne peut pas aller ouvrir. Si on nous demande un SOT 23 de, d'un fabricant A, c'est clair, sera pas la même chose. On va pas aller voir tous les fabricants pour essayer de faire une date. Donc on a des bases de standards. Donc pour les standards, ça va. Oui. On sait que cette empreinte-là, on n'a jamais eu de souci. Mais il y a certains composants, il faut quand même essayer de s'adapter. Ça, c'est le mieux. C'est le mieux ce que tu dis. On a déjà vu des cas où effectivement, il y a des empreintes qui sont faites pour la moyenne. Ça, on le voit. Par contre, il y a vraiment des gros cas de figure. Là, je te parle des choses où un connecteur ou quelque chose de particulier, ou un BGA. Même les résistances, je te dis, au condensateur, c'est vraiment des fois... c'est à mon avis des erreurs. Mais il faut faire attention à ça, c'est tout. Parce que derrière le produit, industriellement parlant, il est difficile à processer parce qu'il va y avoir des retouches. Tu vois, par exemple. Ouais. Ou il est peut-être pas utilisable. Il est peut-être pas processable. Donc, bon. Enfin, bref, là, on rentre vraiment dans la partie conception. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête, quoi. Ah ouais, on en parlera aussi cet après-midi, je pense, de ce qu'on peut faire en conception, les bonnes pratiques pour améliorer tout ça. Ouais. Voilà. Et donc tu as la SPI. Ouais. On a vérifié toutes les plages sont vérifiées à 100%. Si ça va pas, on recommence, je suppose, on enlève tout de suite la carte. C'est ça. Donc on retire la carte, on la nettoie et après, derrière, on la repasse en fabrication. Mais bien sûr, avant ça, on agit sur notre procédé de sérigraphie. On ajuste les paramètres. Et là, justement, on a l'équipe méthode qui est postée du matin et d'après-midi, qui sont là justement pour aider à bien identifier le bon paramètre et de bon réglage de notre machine. Et après, une fois que c'est validé, 100% de nos cartes passent dans la SPI. Donc, tout ce qu'on va processer après sera bon d'un point de vue sérigraphie. Okay. Et juste après, on arrive sur la partie pose des composants pick and place. Donc le pick and place, ça va être les feeders qu'on a préparés en amont. Ils vont être mis à cet endroit-là. Et là, on va avoir une machine avec des bras articulés, avec des buses au bout. Et par aspiration, on va venir récupérer les composants dans les alvéoles des bobines et va venir déposer les composants sur la carte électronique. Il y aura un effet collant avec la pâte à braser, parce que les pâtes vont tremper dans la pâte à braser, ce qui fait que le composant, à la moindre vibration de la machine, il s'en va pas. Voilà.
Donc en fait, elle va faire ça. Et on a 3 machines comme ça successives. Ouais. J'ai vu, il y a une lumière qui s'allume. C'est quoi? C'est une caméra? C'est pour vérifier? C'est quoi? Ouais, il y a une petite caméra qui vient vérifier. En fait, si tu veux, dans l'alvéole du composant, quand tu as la bobine, c'est plein d'alvéoles dans lesquelles les composants sont stockés. Ouais. L'alvéole, elle n'est pas, comment dire, elle contraint pas le composant. Il faut qu'il soit un peu lâche, le composant, pour être bien pris. Si l'alvéole est trop serré, la buse va venir le chercher, mais elle n'arrivera pas à le récupérer. La buse ne le prend pas forcément exactement pile poil au milieu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, ton composant, il vit un peu dans une alvéole pour qu'il soit facilement prenable, préhensible. Oui, qui ne reste pas attaché. Exactement. Et donc en fait, à un moment donné, ton composant, il sera un petit peu par là, une autre fois par là. Et donc en fait, la machine, elle va venir prendre le composant, la passer au-dessus de cette caméra. Elle va voir que le composant, il est un petit peu en θ, il sera un petit peu décalé. Donc elle va le corriger et après, elle va le déposer convenablement. D'accord. Une vitesse folle. Ouais. Ça s'arrête même pas. Alors, on voit le truc au-dessus de la caméra, puis même après, il va poser. Ça met combien de temps? C'est pas par composant? Par composant, on va dire plutôt à l'heure. On n'est pas à la seconde. On va dire que sur une journée, on s'est posé sur les 2 lignes CMS. En tout, on s'est posé 1 million de composants par jour. 1 million de composants par jour? Ouais, à peu près. Ouais. Ça, c'est... Ouais, c'est assez fou. C'est vrai qu'après, quand tu vois la densité des cartes, il y a beaucoup de composants, beaucoup de références parfois. Donc c'est vrai que on a besoin de machines qui savent mettre beaucoup de composants rapidement. On comprend pourquoi maintenant c'est industrialisé et c'est robotisé, quoi. Oui. Il faudrait beaucoup d'humains pour faire ces cadences-là. Et puis, je suppose de toute façon, c'est pas le sujet, mais par rapport à la Chine et tout ça, vous avez pu rester sur le sol français entre guillemets parce que vous avez réussi à robotiser aussi. Il y a de ça, ouais. Alors l'électronique en France, elle s'est exportée, elle s'est dégradée dans le temps, mais on reste quand même un acteur quand même important en Europe. Alors le plus important en Europe, c'est l'Allemagne. Il y a aussi l'Italie. Voilà, il y a quand même la France, on n'est pas le plus fort, ça c'est sûr, mais il y a quand même une présence électronique en France. Il ne faut pas croire que tout est fait en Asie. On est à Verquin, on est dans le Pas-de-Calais. Je veux dire, il y a un EMS, il y en a d'autres dans les Hauts-de-France. On est plus de 500 EMS en France. Ouais, c'est impressionnant. Tu vois. Donc, par rapport au PCB, en tout cas. Oui. Alors, les PCB, on les fait fabriquer la plupart du temps en Chine. Il y a quand même des constructeurs français. Il en reste 15 à peu près. D'accord, ok. Tu vois, ils étaient plus de 200 dans les années 90. Exactement. Ouais, il y a eu vraiment... Mais il y a quand même des choses qui se font en France et de plus en plus. Le Made in France revient. Et puis, avec ce qui se passe dans le contexte géopolitique, on refabrique chez nous aussi des choses peut-être qu'on fabriquait ailleurs avant. Enfin, voilà. Et on est, comme tu le disais, de plus en plus compétitif grâce à ces machines-là, en automatisant. Ok. Voilà. Donc 1 million de composants par jour. Ça va être la data à retenir. Ouais. Et du coup, comment ça marche? Parce que là, on voit sur la vidéo, donc il y a des bus qui viennent chercher devant, mais il y en a aussi qui viennent de derrière, c'est ça? C'est ça. Alors nous, nos machines, on a fait le choix de Yamaha parce que justement, c'est des machines très fiables. C'est des machines qui nous permettent d'être très flexibles, qu'on sait changer de série assez rapidement. Parce qu'il y a d'autres machines plus anciennes ou même actuelles qui nécessitent des temps de changement de série à l'heure. Tu vois, par exemple, entre une production A et une production B, tu vas peut-être mettre 2-3 heures parce que tu dois mettre tous les feeders à la main. Nous, on a justement des chariots qui permettent d'aller plus vite. Et ils ont une cadence qui est intéressante, une précision qui est intéressante aussi. On peut aller jusqu'à poser du 0402, du 201, même du 0. Alors du 01, 005, faut vraiment éviter parce que c'est le genre de truc tu vois pas à l'œil nu. Et en termes de réparabilité, on sait pas faire. De toute façon, dans les IPC, je crois que c'est jusque du 402. Et encore, je sais pas si c'est dedans. Et la buse, elle arriverait à la prendre Ah oui, il y a des machines qui savent les prendre. Nous, on sait pas prendre du 01, 005, mais de toute façon... il y en a très peu. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas. J'en ai jamais fait. Non, je crois pas qu'on en ait déjà eu non plus. Mais du 201, on a déjà eu. Ça, on en a. Mais on sait faire ça. Mais donc, voilà. Et donc, ces machines-là sont capables de vitesse, sont fiables,
elles savent poser du petit comme du gros, parce qu'il y a des gammes de machines différentes. On voit, il y a une petite buse qui peut changer de diamètre, c'est ça? Exactement. Tu as plein de buses différentes selon les composants. Tu peux faire des buses sur mesure. Et les machines Yamaha ont 2 têtes. Ils peuvent travailler en simultané ou en même temps sur des PCB, suivant la panélisation du PCB. Il faut savoir que, par exemple, un client, il vient, me dit je veux processer cette carte-là. Nous, on va la panéliser, c'est-à-dire qu'on va la mettre, par exemple, par 3, pour avoir aussi, d'un point de vue productivité, quelque chose de plus intéressant. Ouais. On travaille sur 3 cartes en même temps plutôt que sur une à la fois. Hier, je crois qu'il y en avait 4. C'est ça, hein. Sur le produit, oui. Le produit qu'on a vu sur les lignes, il y en avait 4 ou 5. Ouais, voilà, c'est souvent ce format, on va dire A4 maximum. Un plus petit qu'A4, mais voilà. Le format maximum. Il va être contraint par quelle machine? Il va être contraint par la sérigraphieuse, par la largeur d'un écran et par nos machines de pose qui ne peuvent pas aller au-delà d'un certain... Parce que le convoyeur, il peut s'adapter, je suppose, mais il y a un moment, oui. Le convoyeur en profondeur, il va s'adapter. En longueur, voilà, c'est ça qui va être aussi bloquant. Oui. Pour savoir, nous, on a un client, le plus grand PCB qu'on a, on va dire que c'est un... Ah oui, c'est plus grand qu'un 4 là. Ah ouais, t'es sur un A3 là. Quasiment. Ouais, c'est assez important. On a même un autre, je tairai le nom parce que voilà, je peux pas donner le nom de ce client-là, mais on a un client qui fait des fonds de panier. Là, c'est pas du CMS, c'est de la vague sélective. Ouais. Et le PCB fait 1,20 m de haut sur 80 de large. Donc là, c'est vraiment quelque chose. C'est il me semble, un 15 couches. Enfin, c'est très, très, très complexe à processer. On a une machine. CMS là-dessus. Non, il n'y a pas de CMS. C'est que du traversant. C'est que du traversant, exactement. Et ça, on a une vague sélective dédiée pour ça. Mais enfin bref, bon, elle sait faire d'autres choses, mais on l'a acheté pour ce besoin-là. Et donc voilà, les machines, elles savent. C'est pour ça qu'on arrive au million de composants, parce qu'elles savent aller vite. Et c'est optimisé dans la machine, en fait. Elles savent prendre plusieurs composants en même temps. Elles se déplacent en simultané. Voilà, il y a une intelligence dans la machine. Il y a un ordre, je suppose, les composants les plus bas avant ou non? Oui. Oui. Alors ça, c'est justement dans la phase de programmation en amont qu'on va définir tout ça. D'accord. On va définir cet ordre, s'il y en a un. C'est là où le service méthode est vraiment important. En amont, quand il fait le programme, et même quand il fait le devis. Alors, quand il fait le devis, juste avoir une BOM et un plan d'équipement, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important aussi. Ouais, le plan d'équipement, c'est un plan. C'est un plan, voilà. C'est une photo de ta carte. C'est la photo de ta carte, mais vraiment sous forme de dessin, avec la sérigraphie blanche, etc. Enfin, bref, il y a ça, c'est fait aussi par le concepteur, le routeur CAO. Il y a différentes qualités de plan d'équipement, hein, évidemment, mais ça nous permet de savoir un peu ce qu'il y aura comme composant. Alors, on ne le sait pas à 100% parce que ça demanderait une analyse très profonde du produit, mais on arrive à dire, voilà, là, par exemple, je vais avoir du condo chimique. À côté, je vais avoir des D2 packs. Voilà, lui, il est plus haut que lui, donc je vais d'abord poser le plus petit et après celui-là. Parce que là, si je fais l'inverse, je peux taper dans le condo, poser de travers, enfin voilà. C'est ça le risque, c'est de retaper dedans. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des composants, je suppose, à mettre... est-ce qu'il y a des limites, par exemple, de mettre des composants tout petits à côté d'un composant en haut, ou justement non, parce que vous passez par cette phase-là? Ouais. Tu fais des bonnes transitions, Grégoire. Parce que je fais la transition avec maintenant le four. Ouais. Le four de refusion, c'est là où on va monter en température l'étain pour atteindre le pic de refusion. Donc on a mis tous nos composants, maintenant on n'a plus qu'à les... Voilà, à les braser. braser. Alors entre deux, on a une AOI qui vérifie en amont du four si les composants sont bien placés, parce qu'on peut encore intervenir à ce moment-là. Parce qu'une fois que c'est brasé, on part sur de la retouche. Donc, comme tu as dit, s'il y a eu si pendant le convoyage ou pendant la pause, il y a un composant qui s'est dévié ou qui a mal été posé, vous allez pouvoir le voir. On va le voir. On va voir s'il est bien placé. S'il est vraiment de travers, soit on va refaire la carte complètement, soit on va la mettre HS. Enfin, on va encore pouvoir agir sur la carte. Parce qu'après, en fait, une fois que c'est passé en refusion,
tu vas être dans une retouche. Donc, tu vas devoir aller chauffer au fer à souder. Tu vas potentiellement dégrader la qualité de la carte. Parce que les retouches aussi, ça dégrade la qualité. Il faut éviter les retouches au maximum. Okay. Un composant, il ne faut pas le souder non plus 3 fois. Oui, exactement. Et même la pastille, elle peut prendre, je suppose. Ah oui, tu peux décoller des pastilles, etc. Enfin, ouais, faut éviter les retouches. Il faut éviter le fer à souder. Alors, dans certains procédés, c'est fait comme ça, c'est prévu pour. Mais dans un full CMS, il faut éviter. Et donc, le four de refusion, il va amener jusqu'à ce point, ce pic de refusion qui permettra de passer à l'état liquide et la pâte à braser, et donc de braser le composant à la carte. Ouais. Et donc, c'est là où ce que tu dis est très intéressant, c'est que dans le cas de cartes où il y a une hétérogénéité des composants, où tu as des composants très différents, c'est là où ça va être compliqué. Là, dans mon exemple, j'ai un AEC et j'ai des condos chimiques qui sont très gros. Ouais. Eux, en fait, ils vont capter de la chaleur. Et si tu mets des tout petits à côté, ils vont pas monter suffisamment haut en température. Ils vont pas refusionner correctement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a toujours du traversant. C'est parce que les gros composants sont souvent mis en traversant et ils font l'objet d'un deuxième procédé après. D'accord. Pour l'instant, on parle vraiment que de CMS, donc c'est les composants montés en surface. C'est ça. C'est des petites pins qui ne traversent pas le PCB, qui sont vraiment juste posés. Voilà. Et qu'on vient braser du coup. Ouais, tu vois là dans mon exemple, ces composants-là ici, là tu as des selfs, là tu as des AEC. Ouais. Ce petit monde-là va bien parce qu'ils sont tous, entre guillemets, ils captent beaucoup de chaleur. Il peut piquer la chaleur de l'autre. Enfin, finalement, il va chauffer plus vite que l'autre. Non, oui, vraiment, il pique la chaleur. Enfin, en fait, il y a un corps à l'intérieur métallique qui va capter la chaleur. En fait, on le voit comment ? On fait des profils de refusion. Quand tu as un client, alors ça, c'est pas tous les clients ne le veulent pas, mais pour assurer aussi une qualité de ce procédé-là, parce que c'est un procédé critique. Ouais. On appelle ça un procédé spécial. Comme c'est un procédé spécial, on ne peut pas, on ne peut mesurer son efficacité qu'en détruisant le produit. Pour voir si j'ai fait une bonne brasure, je dois faire une coupe métallographique, c'est-à-dire que je dois venir couper dans la pâte à braser. Ouais, les rayons X et tout ça, non, ça marche pas. Tu peux, c'est une première approche. Tu peux voir. Pour bien voir. Tu peux commencer à voir le taux de void. Le taux de void, c'est de l'air. C'est de l'air. C'est de l'air que tu as dans ta pâte à braser. Ça montre qu'il y a eu une refusion. Mais si tu veux vraiment aller loin, être sûr de toi, il faut faire une coupe métallographique. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on fait un profil de four. Donc, c'est-à-dire qu'on a une carte outil sur laquelle on va mettre des sondes de température. Et on a un outil qui va venir avec la carte et il va passer dans le four. Et on va récolter la température à différents points sur la carte. Donc, ce qu'on va faire, la plupart du temps, c'est qu'on va identifier déjà les composants critiques. Donc là, par exemple, on va prendre l'AEC. On va aller prendre les BGA et on va prendre des chips. Chips, c'est résistance, condensateur, des petits. Parce qu'eux sont tellement petits, ils ont tellement peu de corps, ils sont pas très gros, eux, ils subissent. Donc là, vous mettez des sondes sur la carte, c'est ça ? C'est ça. Mais les sondes ne vont pas prendre la température. Non, c'est fait pour. Alors non, c'est fait pour. Alors justement, l'intérêt aussi du profil, c'est de voir ces disparités-là aussi et de pouvoir ajuster son profil en fonction de ce que tu as comme data. La sonde, tu vas venir la mettre sur une pâte d'un composant, tu vas être précis au degré près. Tu vas pouvoir dire, lui, l'AEC, au niveau de sa pâte, on a déjà constaté des différences de température entre un AEC et un chip de l'ordre de 15-20 degrés. Ouais. Et c'est énorme. C'est énorme parce qu'un chip, il ne peut pas monter au-dessus de 250 degrés. Après, il commence à vraiment être altéré. Mais lui, s'il est en dessous du pic de refusion qui, pour la plupart des crèmes, se situe entre 220 et 221 degrés, 217 parfois, si tu ne l'atteins pas, tu n'es pas refusionné. Donc tu es forcément entre 230 et 250. Quoi. 250, c'est assez élevé. Faut pas les monter. Mais en fait, tu as des abacs là-dessus. Tu as des fiches techniques sur chaque pâte à braser que tu dois respecter. La montée en température, le temps de cette montée,
le temps au-dessus du pic de C'est refusion. la courbe qu'on a vue finalement. Donc ce four-là, il y a vraiment une procédure, un temps de montée. C'est vraiment bien calculé. Exactement. C'est très précis. Il y a une courbe. Du coup, ça va dépendre du four, je suppose, de la pâte à braser. Voilà, le four, les paramètres du four. Alors, le paramètre du four, ça va être la chauffe de chaque module. C'est comme si tu avais plusieurs résistances dans le four. Et tu peux chauffer différemment ces différents modules. La courbe qu'on voit, c'est pas forcément le four qui va évoluer, c'est plutôt la carte qui va évoluer dans le four. C'est ça. La courbe que tu vois, c'est la température en fonction du temps. Donc en fait, si tu veux, c'est un convoyeur qui est dans le four. Ça avance, et tu montes en température. Donc au plus tu avances, au plus le temps avance aussi. Ouais. Et au plus la température augmente. D'accord. Et quand tu arrives. C'est pas le four qui augmente finalement, c'est la carte qui se déplace vers un endroit plus chaud. Voilà, c'est ça. C'est Okay. pas du statique, c'est ça. C'est la carte qui va se déplacer dans le four. Ok. Contrairement aux petits fours à refusion qu'on voit dans les prototypages ou des trucs comme ça, là, du coup, comme la carte elle reste sur place, c'est le four qui fait cette courbe? Non. Oui, alors là, c'est des fours à phase vapeur. Ouais. C'est un autre procédé. D'accord. Qui a également ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que tu vas pas avoir ce phénomène de profil. Tu vas moins choquer les composants. Parce que quand je dis choquer, c'est un composant qui monte trop en température, tu vas le choquer, tu vas le dégrader, tu vas l'abîmer. Ouais. Dans le four à phase vapeur, tu vas moins l'abîmer. Tu vas pas avoir cette même contrainte. Mais par contre, en termes de cadence, de productivité, tu es beaucoup plus faible. Voilà. Donc ça, nous, pour la série, parce que nous, on est sur des petites, moyennes séries, on va faire des OF à la carte parfois, mais on va dire que notre moyenne, elle est autour de 500 000 cartes, et les gros OF, ça va être 10 000 cartes. C'est quoi ça? La journée, ça? Non, c'est l'ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, je vais avoir un ordre de fabrication de 500 000 cartes, à peu près. C'est notre moyenne, ça. Donc, on doit avoir une cadence. Tu vois, on doit avoir quand même une certaine productivité. Donc, le four à refusion classique, par convection, il est fait pour ça. Ouais. Le four à phase vapeur, voilà. Avantage, inconvénient, c'est deux procédés bien différents. Et donc, nous, pour ces cartes-là, quand tu as une différence, ce que je dis juste avant, c'est que tu as une différence. Ouais. Il y en a certains, ils peuvent ne pas être soudés, brasés, et d'autres qui le sont trop. Ouais. C'est là où c'est compliqué. C'est le réglage du four qui vont tout faire. C'est ça. Oui, tu as des fours, tu as des gammes de fours différentes. Nous, on a un 12 zones, par exemple. Lui, en fait, c'est bien parce que tu peux peaufiner les 12 zones. Et donc, tu peux faire une montée en température très douce, très longue. Tu peux ajuster la vitesse. C'est qui va définir cette courbe, du coup, qui va choisir c'est la méthode? C'est les méthodes, c'est ça? Ouais, c'est les méthodes. Exactement. On va regarder un peu les composants critiques. On va les regarder. On va passer un premier profil. Si on passe dans les tolérances de la pâte à braser et des composants, c'est nickel. Sinon, on doit travailler dessus. D'accord, ok. Donc, je suppose, une fois qu'on sort de là, on vérifie. C'est ça. Alors, nous, on le passe une fois par semaine. On a un profil. Alors, celui qu'on a vu sur le terrain, c'est un profil qu'on passe une fois par semaine. Parce que comme c'est un procédé spécial, on le vérifie toutes les semaines pour voir qu'il ne dérive pas dans le temps. Si notre four, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, il y a une résistance qui chauffe plus, il y a un ventilateur qui chauffe moins bien, il y a quelque chose qui fait que ça chauffe pas de la même manière, tu vas avoir un impact quasiment non visible. Ouais. Donc, comment ça se passe d'ailleurs, les entretiens des machines? Vous avez besoin de beaucoup d'entretien, le four, on fait un entretien par semaine. Ouais, donc là, tu vérifies, tu démontes pas tout, je suppose, tu vérifies si ça va bien. Alors, on vérifie. En fait, on doit nettoyer des boîtes à flux. En fait, si tu veux, les vapeurs, lorsqu'on passe au-dessus du pic de refusion, il y a des vapeurs qui se dégagent. Ouais. C'est des flux. Et puis ça passe dans des boîtes à flux pour pas que ce soit rejeté dans la nature. D'accord. Le flux, tu peux expliquer ce que c'est? C'est ce qui lie un peu les billes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dans la pâte à braser, ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, t'as les billes d'étain et t'as le flux autour. D'accord. Et ce flux, il est là pour faciliter la brasure entre le composant et la carte électronique. Et donc, on voit quand on soude un peu à la main aussi, ça fait un peu des traces. Ouais. C'est ça, c'est qui salit les cartes, quoi. C'est ça. Après, ça, on peut le nettoyer. Hein. Il y a
Ça fait des traces ou pas dans le four, du coup, où tout est évaporé? Enfin, Oui, voilà, donc tout ce flux-là est évaporé dans le four. Ouais. Et il y a des filtres, c'est les boîtes à flux. Il y a des filtres qui captent ça. Ok, Donc ça, donc toutes ça, les semaines, il faut qu'on les Ouais. nettoie. Et après, on fait les entretiens avec les fabricants des machines qui font, eux, derrière, graissage, nettoyage, enfin, des trucs un peu plus profonds qui ne Ouais. sont pas de notre ressort. Nous, on fait tout ce que nous préconise. En fait, c'est maintenance de niveau 1 et après, il y a la maintenance du fabricant. C'est comme ça qu'on entretient nos machines. Ok, ouais, super intéressant. Ouais. Ok. Du coup, après, on sort de là. On arrive dans la dernière machine qui est l'AOI. Ouais. Automatic Optical Inspection. Et c'est une 3D. En fait, donc c'est une machine dans laquelle il y a 9 caméras, une centrale et 8 latérales qui vont vérifier si les composants sont bien présents, sont dans le bon sens, sont bien brasés. Et ça, on peut le faire en 3D. On le fait en 3D parce que, tu sais, le truc que je te disais tout à l'heure sur la coplanéité des pattes. Ouais. En fait, avant, on avait des machines 2D, mais le problème, c'est que quand tu regardes sur le dessus, une patte qui est soulevée, tu ne le vois pas en 2D. Tu regardes par-dessus, qu'une patte elle soit levée ou pas, ça n'a pas suffisamment d'incidence pour détecter un défaut. Ouais. Le 3D, ça va le détecter. Donc on arrive sur chaque composant à voir, par exemple, sur des QFP avec des pattes, s'il y a une patte levée, on arrive à voir le profil d'altitude, de hauteur de chaque composant. Ça, c'est un contrôle visuel, du coup, fait par la machine. Voilà. Il doit y avoir une intelligence peut-être dedans. Une intelligence artificielle. C'est ça. Alors, les fabricants, ils viennent de plus en plus l'intelligence artificielle. En fait, une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un modèle qui apprend d'une base de données. Donc, en fait, ils travaillent sur le fait que, si tu veux, cette machine... Alors, je reprends depuis le début. Cette machine, elle voit les cartes, elle les inspecte. Quand elle voit des défauts, selon le programme, comment il a été programmé, la maturité du programme, il va te dire c'est un défaut, mais toi, tu peux dire non, ça n'en est pas un. D'un point de vue IPC, c'est bon. Ouais. On les classifie après. Donc, chaque carte qui est jugée mauvaise par la machine, on les classifie. Soit c'est des vrais, soit c'est des faux défauts. Donc, tous ces faux défauts, ça va venir par la suite alimenter une base qui va permettre à la machine de s'améliorer. On n'y est pas encore. Enfin, les fabricants n'y sont pas encore. Mais nous, au moins, nous, on est à cette phase-là, juste avant, où on classifie tous les défauts. D'accord. Par rapport à votre historique, elle va s'adapter, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'idée c'est l'idée. Les fabricants veulent toujours amener quelque chose de... Ouais. Si tu lui dis à chaque fois c'est la même erreur qui revient, à chaque fois tu lui dis non, c'est bon, celle-là. C'est ça. T'en as peut-être un peu marre. D'accord. Ouais, ça arrive parfois. Ok. Ça, c'est terminé. Après, on peut passer peut-être à la double refusion. On retrouve la suite de cet échange passionnant dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Sauf qu'en sérigraphie, tu vas le passer une fois, ça va aller. La deuxième fois, il va y avoir ce phénomène de stretch qui va un peu intervenir, sur lequel on n'a pas trop la main. Tu vas avoir le stretch, donc ça va s'écarter légèrement, tu vois. Et donc, quand tu as un stencil qui reprend les codes parfaites du panneau, donc quand tu vas sérigraphier, tu vas plus sérigraphier sur les plages d'accueil, tu seras un peu décalé. On a divisé par 2. Et tu vois, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les tâches à valeur ajoutée. On n'a pas du tout remis en question ce que faisaient les personnes. On a remis en question les temps d'attente entre les personnes. Ça sert à rien. Je pense qu'il y en a plein qui vont reconnaître, qui sont pas du métier, qui vont dire merde, c'est la même chose chez nous. Oui, c'est mais obligé, c'est partout. surtout, tous les processus sont impactés par ça.